Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus nombreux. Je suppose que la présentation du Serval n'y est pas tout à fait pour rien. Donc bonjour à tous et à toutes pour ce 9e point de presse du ministère des Armées de l'année 2023. Je commencerai par vous présenter les points clés de l'agenda de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, puis de ceux de Mme Miralles, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire auprès du ministre des Armées, ainsi que de Mme Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et du service national universel auprès du ministre de l'Éducation nationale et du ministre des Armées. Une fois n'est pas coutume, le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, prendra la parole juste après la séquence des agendas pour vous exposer le point hebdomadaire sur les opérations militaires françaises. Et c'est après son intervention seulement que j'évoquerai les actualités du ministère, pour terminer par la présentation, d'abord en salle puis à l'extérieur, du Serval. Les premiers exemplaires de ce nouveau véhicule blindé de l'armée de terre, élaboré dans le cadre du programme Scorpion, sont arrivés au 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Carcassonne cette semaine. Et c'est donc le Serval qui fera aujourd'hui l'objet de notre focus thématique. Je commence par l'agenda du ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, et ce matin 30 mars, en visite à Satory, à la section technique de l'armée de terre, où il inaugurera le nouveau bâtiment du Battle Lab Terre. C'est l'entité de l'armée de terre tournée vers l'innovation, dont j'ai déjà parlé ici au mois de décembre dernier, et qui est notamment chargée de l'élaboration du challenge collaboration homme-machine. Le ministre clôturera ce jeudi après-midi le colloque « Accompagner la blessure psychique du militaire ». Ce colloque a été ouvert par le général d'armée Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées. Il a pour objet de réfléchir au rôle de l'entourage dans l'accompagnement du blessé et de la blessure psychique du blessé militaire. Et ce colloque sera donc conclu par le ministre des Armées cet après-midi. Sébastien Lecornu participera demain, vendredi 31 mars, à Satory, à l'hommage national au maréchal des logis-chef Arnaud Blanc, décédé le 25 mars, lors d'une mission conjointe avec nos forces armées à Maripasoula, afin de lutter contre l'orpaillage illégal en Guyane. Engagé en 2009 au sein de la gendarmerie nationale, il servait à l'antenne du GIGN de Cayenne depuis 2019. Enfin, le ministre s'associe également à la peine de la famille et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à l'occasion du décès d'un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, affecté en Guyane à la 39e compagnie de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui assure la sécurité incendie du centre spatial guyanais. La semaine prochaine, mercredi 5 avril, Sébastien Lecornu sera auditionné par la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale au sujet de la haute programmation militaire qui sera présentée au prochain Conseil des ministres 4 avril. Cette même journée de mercredi, il clôturera dans l'après-midi le colloque des 60 ans du secrétariat général pour l'administration à Ballard. Et il participera le jeudi prochain 6 avril à une réunion organisée par la Première ministre au sujet des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Je passe maintenant à l'agenda de Mme Patricia Miralles. Hier, mercredi 29 mars, la secrétaire d'État s'est rendue à Concarneau, accompagnée par Emmanuel Kiva, le délégué général pour l'armement, où elle a représenté le ministre des Armées à la cérémonie de mise à l'eau de l'Ostende. L'Ostende est le premier bâtiment belge de lutte contre les mines. C'est le premier de 12 bâtiments commandés à Naval Group par la Belgique et les Pays-Bas en 2019. Aujourd'hui, 30 mars, la secrétaire d'État participe à la remise des prix du concours national de la résistance et de la déportation. Ce concours est ouvert aux collégiens de 3e ainsi qu'à tous les lycéens de France pour perpétuer la mémoire de la résistance et de la déportation et permettre aux élèves de s'en inspirer et de tirer des leçons dans leur vie d'aujourd'hui. Samedi 1er avril, elle présidera le 150e anniversaire de l'installation du 35e régiment d'infanterie à Belfort. Cet événement illustre une double singularité de cette unité. C'est en effet le régiment des forces terrestres le plus anciennement installé dans sa ville de garnison actuelle, qu'il a lui-même contribué à défendre, en l'occurrence en 1870. Enfin, l'agenda de Mme Sarah El Haïry, qui poursuit ses consultations sur le SNU avec des représentants syndicaux, des associations, mais également des parlementaires. La secrétaire d'État a également assisté aux 2 séances de questions au gouvernement de cette semaine, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle interviendra demain, vendredi 31 mars, à la clôture de l'Assemblée générale de l'Association de Loire-Atlantique de l'Ordre national du mérite. Je passe maintenant la parole au colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, pour le point hebdomadaire sur les opérations militaires françaises,
Et nous aborderons, comme je l'ai dit tout à l'heure, les actualités du ministère et le focus thématique de ce jour après son intervention. Merci, mon général. On commence ce tour des opérations par un film qui va être diffusé dans la foulée sur les réseaux, qui illustre notre partenariat militaire opérationnel au Tchad et une séquence d'entraînement conjoint au tir, avec notamment des ERC-90 Sagaie, des automitrailleuses blindées tchadiennes. Et on revient en Europe avec les activités de la force en Estonie, où le sous-groupement tactique interarmes français, ainsi que leur Griffon nouvellement arrivé, s'entraînent depuis le 27 mars au sein d'un exercice qui s'appelle Bold Monsoon, sous commandement de la première brigade estonienne et avec le partenaire britannique. Sur le camp de Jovi, les Français confirment leur capacité à s'insérer au sein d'un commandement multinational et démontrent ainsi leur interopérabilité au niveau opératif. Et vous savez que ça fait partie d'une série d'exercices de qualification et de certification des groupements déployés selon les procédures OTAN. L'objectif de Bold Monsoon est la certification du commandement du bataillon multinational afin de pouvoir mener le prochain exercice, Bold Hussar, avec l'ensemble des troupes de ce bataillon. En Lituanie, le dispositif d'alerte aérienne au profit de l'Alliance, avec du 23 au 29 mars, les Rafales qui ont effectué 10 missions d'entraînement, dont 5 aux côtés de différents alliés de l'OTAN, comme vous pouvez voir sur la photo du bas. Le 26 mars, 2 Rafales ont décollé sur alerte réelle, cette fois-ci du Combined Air Operations Center de l'OTAN, pour effectuer plusieurs vérifications d'identité d'avions de chasse et de reconnaissance aux abords de l'espace aérien balte. Le 28 mars, les aéronefs français ont de nouveau décollé sur alerte pour accompagner un avion de reconnaissance Ilyushin. Les 23 et 24 mars, c'est un exercice d'appui-feu réel qui a eu lieu avec des passes de tir canon et des tirs de leurre infrarouge sur le champ de tir de Koudjel en Lituanie. Là aussi, le film a été diffusé hier sur les réseaux. Et ce sont des séquences qui ont été organisées de jour comme de nuit, qui permettent de l'entraînement des pilotes et également des Joint Terminal Attack Controllers, donc ceux qui guident les avions lors de ces séquences d'appui-feu et qui étaient de nationalité lituanienne, bien sûr, mais aussi américaine. Ceci représente la première campagne de tir réalisée par une nation alliée sur le sol lituanien. Et cet entraînement bénéficie à la coopération globale, évidemment, et démontre l'interopérabilité tactique et technique des nations déployées sur le flanc est de l'Europe. Toujours sur le flanc est, en Roumanie, le 24 mars, l'exercice interallié Black Scorpion s'est achevé avec une démonstration dynamique de tir réel et une démonstration technique afin de présenter les différents matériels de chaque nation engagée sur l'exercice et donc du bataillon multinational dont la France est nation cadre en Roumanie. Fin mars 2023, les équipes du détachement Mamba, photo en haut à droite, qui sont déployées à Kapou Midia, ont réalisé un changement de missile sur le système de défense solaire Mamba. Donc. Et dans ce cadre-là, les nouveaux missiles ont été acheminés jusqu'à Constanta,
Et une fois sur place, les militaires français ont procédé au post-acheminement de ces munitions, de la sortie de l'avion jusqu'au branchement au système d'armes. Ce qu'il faut noter, c'est que ce switch de missiles, ce remplacement de missiles, s'est effectué sans interrompre l'alerte de défense aérienne. Donc c'est une manœuvre particulière qui permet d'assurer la continuité de l'alerte. En Méditerranée orientale, la frégate multimission Languedoc a participé à un exercice interallié Nobeldina avec les partenaires américains, chypriotes, grecs, italiens et israéliens du 27 au 29 mars. L'objectif de cet exercice était de s'entraîner dans différents domaines de lutte, dont la lutte anti-sous-marine, la search and rescue, donc le sauvetage, la protection de la force et les opérations aériennes. Il aura permis de renforcer, là aussi, la coopération et l'interopérabilité entre les nations participantes. En Méditerranée centrale, la frégate multimission Provence a mené le 27 et 28 mars, au large du Pirée, un exercice conjoint avec la frégate grecque Adrias. Cet entraînement comprenait une phase de préparation au ravitaillement à la mer, puis une séquence de lutte au-dessus et en dessous de la surface, permettant aux deux bâtiments de réaliser de nombreuses manœuvres conjointes. Par ailleurs, le 28 mars, la FREMM Provence a également participé à un exercice de défense aérienne avec des F-16 de l'armée de l'air grecque. Cette séquence d'entraînement, multi-lutte, multi-domaine, vise à maintenir là aussi un haut niveau d'interopérabilité entre les deux marines, capables de travailler et d'agir ensemble de manière réactive en faveur de la sécurité du bassin méditerranéen. En Méditerranée centrale, cette fois-ci, l'opération européenne Irini, avec le patrouilleur de haute mer, le PHM Commandant Bouin, qui a mené 6 approches consenties, friendly approach, sur des navires de commerce. Et en complément, le PHM dispose d'un moyen d'observation déporté supplémentaire avec son mini-drone Diane, lui permettant de fournir des images en temps réel pour caractériser la cargaison d'un navire qui serait jugé suspect. Dans le golfe de Guinée, coopération et sécurisation maritime, avec le 23 mars, après son appareillage de Pointe-Noire, le patrouilleur de haute mer PHM Premier Maître L'air, qui a conduit une journée de patrouille et d'exercice avec le bâtiment congolais 5 février 1979. Cette coopération à la mer a permis de partager des savoir-faire opérationnels avec l'équipe de visite congolaise. Au Sénégal, renforcement du partenariat militaire opérationnel du 13 au 31 mars, l'unité de coopération régionale UCR des éléments français au Sénégal a été renforcée par des instructeurs spécialisés venus de France pour conduire une action de partenariat de troupes aéroportées afin de qualifier des chefs de groupe et chefs largueurs de 4 pays voisins du Sénégal. Au total, une dizaine de décollages pour le CASA de l'armée de l'air et de l'espace en provenance de la base aérienne projetée de Niamey et qui a permis la réalisation de plus de 200 sauts au profit de 19 chefs de groupe et de 3 chefs largueurs. Au-delà des qualifications obtenues par chacun, cette séquence a permis également de valider des zones de saut du lac Rose et de Mbodiène, préfigurant d'autres activités de ce type au Sénégal, en cohérence avec la volonté de dynamiser les relations avec les partenaires dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Au Liban, une activité de coopération opérationnelle qui s'appelle Cèdre Bleu, avec le porte-hélicoptère amphibie Mistral, qui poursuit cet engagement dans cet exercice. Il y avait une première phase à quai depuis Beyrouth, et puis l'exercice est poursuivi en mer, avec une séquence d'opérations amphibies conjointes permettant le débarquement d'un sous-groupement tactique embarqué de près de 300 militaires français et libanais. Dans le même temps, les hélicoptères Puma français et libanais ont mené des manœuvres d'aviation conjointes à terre et en mer, et le patrouilleur libanais Trablos a également rejoint le Mistral pour un exercice conjoint de search and rescue dans les approches libanaises, en appui du futur JRCC, Joint Rescue Coordination Center libanais. Les fusiliers marins ont également partagé leur savoir-faire dans le domaine des opérations de visite.
L'édition 2023 de cet exercice Cèdre Bleu s'inscrit dans la continuité d'une coopération militaire historique et c'est un exercice bilatéral de dimension interarmée qui vise à augmenter et à renforcer la coopération et l'interopérabilité entre les forces armées libanaises et françaises. Au Levant, les Rafales de la base aérienne projetée poursuivent leurs actions contre Daesh, effectuant des vols dans l'ensemble du spectre des missions aériennes. Et ils peuvent être employés pour de la défense et de la surveillance de l'espace aérien, de la prise d'alerte sur close air support, donc d'appui-feu, et de la reconnaissance aérienne menée dans le Moyen-Orient. Le 22 mars, une formation de Joint Terminal Attack Controller, un petit peu comme en Lituanie, jordanien et canadien, s'est clôturée par une remise de diplôme sur la base aérienne de Marca. Depuis le début du mois de mars, 2 Rafales de la BAP au Levant ont participé à la phase pratique de cette formation, permettant donc la qualification des JTAC partenaires et renforçant l'interopérabilité entre les troupes au sol et les avions de chasse. En océan Indien, poursuite du déploiement opérationnel du groupe Jeanne d'Arc 2023. Après une escale à Singapour, le groupe a navigué pendant 3 jours dans les eaux archipélagiques indonésiennes au sud de la mer de Chine. Et le 25 mars, les 2 bâtiments ont accosté à Jakarta, dans le port de Tanjung Priok. Et les soldats du groupe tactique embarqué ont rejoint à terre la 1re division d'infanterie indonésienne et participé à l'exercice Garuda Guerrier. Pendant 3 jours, les militaires indonésiens et français ont échangé leur savoir-faire et réalisé des entraînements conjoints de tir, parcours d'obstacles et combats rapprochés. Il s'agissait d'une première pour l'armée française, une première interaction terrestre avec l'Indonésie sur son sol. Le 29 mars, peu après l'appareillage, le porte-hélicoptère amphibie Dixmude et la frégate Lafayette ont réalisé en mer plusieurs manœuvres d'évolution tactique avec la corvette Bung Tomo et le patrouilleur rapide Bubara de la marine indonésienne. Enfin, sur le territoire national, pour les forces armées aux Antilles, les militaires du 33e régiment d'infanterie de marine conduisent actuellement une activité de partenariat en République dominicaine appelée DUNAS, donc c'est du partenariat militaire opérationnel. Cet exercice est mené aux côtés d'une centaine de militaires dominicains issus des commandos de l'armée de terre, de l'armée d'air et de la marine, ainsi que des unités du SWAT et de la garde présidentielle. DUNAS a pour objectif de renforcer les liens entre les 2 armées et d'assurer l'entraînement d'unités de combat mixtes avec, en point d'orgue, un exercice final autant en mer qu'en zone urbaine ou en terrain ouvert. Cette séquence démontre que la République dominicaine est un partenaire important de la France dans la zone Caraïbe. Et je suis prêt à répondre à quelques questions avant de procéder à la poursuite du point presse. Monsieur Julien. Oui, bonjour à tous. Juste une petite question sur le remplacement au niveau du système Mamba des Aster. Ils étaient obsolètes ? Non, ça fait partie des cycles prévus de maintenance. Oui, bonjour mon colonel. Le Kazakh qui est parti de Niamey pour Dakar, il a traversé quel pays? Comment il s'y est rendu? Il a traversé le Burkina et le Mali ou pas? Je vais me renseigner puis je vous apporterai la question. Est-ce qu'il y a des questions en audio? Colonel, merci beaucoup. Merci. Nous passons maintenant au sujet d'actualité du ministère, en commençant par la nomination de Madame Olivia Pénichou, qui prendra sur décret du président de la République en Conseil des ministres avant-hier les fonctions de directrice de la délégation à l'information et à la communication de défense à compter du 17 avril. Madame Olivia Pénichou débute sa carrière à l'Assemblée nationale au service communication d'un groupe parlementaire. En 2001, elle intègre l'autorité de sûreté nucléaire dont elle gère la communication de crise. En 2005, elle rejoint Christine Lagarde, qui est alors ministre déléguée au commerce extérieur. Madame Pénichou, en 2007, crée l'agence O2P, qui conseille les institutions et les entreprises, puis cofonde l'agence PEPS, qui est dédiée à la formation.
Elle est également auditrice de la 72e session de l'Institut des hautes études de défense nationale, réserviste citoyenne auprès de l'armée de l'air et de l'espace, mais également membre du pôle de rayonnement de l'armée de terre. Vous la verrez donc prochainement ici même. Dans un autre registre se déroule actuellement le 55e championnat du monde militaire de ski à Boden en Suède, depuis ce mardi 28 mars. Il prendra fin demain 31 mars. Ce championnat accueille 23 délégations étrangères et près de 450 athlètes olympiques et athlètes et para-athlètes pour des épreuves de ski nordique et alpin, de biathlon et d'orientation sur les domaines skiables de Pagla et de Storklinten. L'équipe de France militaire de ski est composée de 31 athlètes et para-athlètes, dont 23 du bataillon de Joinville, l'unité militaire de l'armée française, qui accueille les sportifs de haut niveau de la défense au sein du Centre national des sports de la défense. Ce championnat du monde militaire est un rendez-vous d'importance dans l'ensemble des disciplines inscrites au programme pour confirmer d'une part les bonnes performances de nos athlètes, et pour d'ores et déjà impulser une dynamique vers les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2026. Je passe maintenant à l'actualité de la Marine nationale avec le Jacques Chevalier. Le Jacques Chevalier est le premier des 4 bâtiments ravitailleurs de force du programme Flotte-Log. Il rejoindra aujourd'hui, jeudi 30 mars, en fin d'après-midi, Toulon, qui est son port-base, en présence de l'amiral Vendier, chef d'état-major de la Marine. Le Jacques Chevalier participe au renouvellement de cette capacité clé de l'autonomie stratégique. Il permettra en effet à la Marine de disposer d'une marine océanique capable de conduire des opérations dans la durée, loin du territoire national. Ces bâtiments ravitailleurs de force remplaceront à terme les bâtiments de commandement et de ravitaillement Var, Marne et Somme. Ils offriront en outre une plus grande capacité d'emport de fret et de carburant que leurs prédécesseurs, mais également de meilleures capacités tactiques. En effet, leurs équipements et leur armement moderne permettront à ces bâtiments ravitailleurs de force de participer à l'élaboration de situations tactiques avec leur système de combat et leur liaison de données tactiques, mais également d'être déployés en autonomie dans des zones où sévissent encore des menaces asymétriques ou résiduelles. Côté Marine nationale toujours, le sous-marin nucléaire d'attaque Duguay-Trouin a effectué sa première sortie en mer au large de Cherbourg les 27 et 28 mars. Le Duguay-Trouin, c'est le deuxième de la série des 6 sous-marins nucléaires d'attaque du programme Barracuda, dont la construction a été lancée par la Direction générale de l'armement en 2006, ainsi que le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives pour les chaufferies nucléaires. Les 6 sous-marins du programme Barracuda auront renouvelé à l'horizon 2030 la composante des sous-marins d'attaque de la Marine nationale, constituée actuellement de 4 SNA de type Ruby mis en service depuis les années 1980 et du SNA Suffren déjà en service. Pendant ces essais en mer réalisés par l'équipage bleu du SNA Duguay-Trouin, le capitaine de frégate Hubert Gérard a pris le commandement de l'équipage rouge le 23 mars à Toulon. Le SNA est donc maintenant armé de ces 2 équipages. Tout comme l'équipage bleu, les marins de l'équipage rouge vont débuter leur appropriation du navire, de ses installations et de ses systèmes d'armes, dont les capacités sont supérieures à celles des SNA de la génération Ruby. Autre actualité concernant maintenant la Direction générale de l'armement et un équipement de l'armée de terre. La DGA a prononcé le 7 mars dernier la qualification du système de déminage pyrotechnique pour mine anti-char en version Vulcain, c'est-à-dire sa version ultime. Cette version est dérivée du SDP-MAC, donc le système de déminage pyrotechnique pour mine anti-char, SDP-MAC, qui intègre de nouveaux équipements ainsi qu'une protection renforcée, un treuil, de nouvelles protections balistiques et une nouvelle roquette destinée au déclenchement à distance des mines à traiter. L'ensemble du parc de 11 systèmes de déminage pyrotechnique de l'armée de terre sera amené au nouveau standard d'ici à 2024. Le SDP-MAC est un engin blindé du génie spécialisé dans le bréchage. Il est basé sur un châssis AMX-30, il est muni d'un lanceur de roquettes. Il permet la neutralisation rapide de mises anti-chars enfouies ou dispersées au sol, en particulier pour ouvrir un couloir qui permet de passage en sécurité d'une formation de véhicules de combat. J'en viens maintenant à l'exercice Kouroun 23 de l'armée de terre. Kouroun signifiant en breton à la fois foudre et tonnerre. Je l'ai évoqué la semaine dernière, j'y reviens. Le 11e régiment d'artillerie de marine réalise un entraînement de grande envergure du 27 mars au 5 mai sur le plus grand camp d'entraînement militaire d'Europe, à Canjuers, dans le Var.
avec plus de 100 véhicules, 14 canons César et des mortiers de 120 mm, des drones et plus de 500 militaires opérant à 1200 km de leur garnison, Kurun 23 est aussi un défi opérationnel et logistique. Cet exercice verra effectivement le déploiement d'un groupement tactique artillerie renforcé par des moyens alliés, interarmés et interarmes, évoluant dans un scénario tactique réaliste et exigeant à l'image des conflits actuels. En effet, tout en contribuant à la préparation opérationnelle de l'état-major du 11e Rama, Kurun 23 permet au poste de commandement du régiment non seulement d'entretenir, mais aussi de développer ses capacités d'intégration de composantes extérieures. En l'occurrence, ce seront des renforts de feu alliés et une batterie d'artillerie belge, des renforts logistiques, un sous-groupement logistique du 515e régiment de train, des renforts en moyens d'acquisition et d'agression, interarmés cette fois-ci, avec l'aéronaval et un commando marine, le tout dans un environnement contesté avec menaces solaires, sol-sol, guerre électronique, brouillage, etc. Le régiment bénéficiera également de l'appui de la section technique de l'armée de terre, mais aussi de la direction générale de l'armement, maîtrise de l'information. Par ailleurs, l'armée de terre prépare, j'en parlais au début de ce point presse, la 2e édition du challenge de collaboration homme-machine, dit COHOMA. Cette édition se déroulera du 11 mai au 7 juin prochain sur le camp de Benne dans les Yvelines. Le challenge COHOMA, j'en ai déjà parlé en décembre dernier, a été lancé il y a 2 ans par le Battle Lab Terre. Le Battle Lab Terre, c'est donc l'entité phare de l'innovation ouverte pour l'armée de terre. Le Battle Lab Terre s'est donc rendu la semaine dernière entre le 20 et le 24 mars à Benne pour valider le scénario tactique de l'édition du mois de mai et juin en faisant exécuter la mission s'emparer d'eux par la section exploratoire robotique de l'armée de terre. Soutenu par l'Agence de l'innovation de défense en relation avec l'ADGA, COHOMA met en situation des systèmes proposés par des équipes qui sont composées d'industriels, de chercheurs et d'étudiants. Ils exécutent des scénarios tactiques inspirés de situations que nos troupes ont rencontrées sur le terrain ou qu'elles pourraient rencontrer en opération. Cette édition a pour but de comprendre et d'optimiser l'interaction entre les combattants et les robots sur le champ de bataille. Elle développe de la connaissance et elle génère du retour d'expérience dans le domaine de la collaboration homme-machine. En 2022, l'événement avait rassemblé 38 équipes issues du secteur civil, à la fois des industriels, le monde académique, des start-up. En 2022, ces 38 entités étaient réparties en 10 équipes. Ce challenge, et c'est important, contribue également au concept Vulcain. Le concept Vulcain, je vous le rappelle, a pour ambition de produire une rupture opérationnelle sur le champ de bataille à l'horizon 2040. Est-ce que nous allons passer au focus thématique? Mais avant le focus thématique, y a-t-il des questions sur les actualités du ministère? En commençant par la salle. On va commencer par madame. Bonjour, je me présente. Esra Tasquin de l'agence Anadolu. Je voulais vous poser une question concernant la visite de Catherine Colonna en Lituanie. Je voulais savoir, est-ce que la France compte envoyer des militaires français supplémentaires ou du matériel militaire supplémentaire en Lituanie? Alors, pour les questions de visite du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, je vous invite à vous rapprocher du Quai d'Orsay. Et pour les aspects militaires, ils seront envisagés après la phase diplomatique. Juste une précision, c'est bien 14 César? C'est bien 14 César. Vous parlez d'exercice Kurun, 14 César. Et s'il n'y a plus de questions en salle, y a-t-il des questions en audio? Et s'il n'y a pas de questions en audio, nous allons rester dans le domaine de la collaboration homme-machine avec le focus thématique du jour, qui est consacré cette semaine à un des nouveaux équipements majeurs de l'armée de terre que vous avez aperçu évidemment en arrivant. Il y aura d'abord une présentation ici en salle presse et ensuite un temps d'échange autour du véhicule exposé à l'extérieur en fin de point de presse pour ceux et celles qui le souhaitent. Comme je le disais au début de cette intervention, l'année 2023 est marquée par l'arrivée des premiers véhicules Serval dans les unités de l'armée de terre. Au 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Carcassonne, 12 véhicules ont été livrés hier, mercredi, et 20 le seront d'ici la fin de la semaine. Avec le Griffon, le Jaguar et le MEPAC c'est le mortier embarqué pour l'appui au contact, le Serval est l'un des 4 nouveaux véhicules blindés développés dans le cadre du programme Scorpion. Il a pour but, ce programme Scorpion, de moderniser l'outil de combat de l'armée de terre.
Le Serval est destiné à remplacer le très fameux véhicule de l'avant blindé entré en service il y a plus de 40 ans. Serval est donc un véhicule particulièrement attendu dans les forces. Alors pour vous en parler, je vais céder la parole au colonel Damien, qui est l'officier de programme Scorpion à l'état-major de l'armée de terre, au commandant Tristan, officier de programme Serval à la section technique de l'armée de terre, et à Antoine, manager Serval à la direction générale de l'armement. Ils vont vous présenter plus précisément ces programmes Scorpion et Serval, et nous pourrons répondre avant de sortir de cette salle de presse à l'ensemble de vos questions. Mon colonel, je vous cède la parole. Merci mon général. Bonjour, donc je suis l'officier de programme Scorpion pour l'armée de terre. Avant de commencer les présentations, je vous propose de visionner une vidéo de l'arrivée des Serval au 3e RPIMA. Aujourd'hui, on perçoit le Serval. Les 10 premiers véhicules viennent d'être livrés au régiment. Et plus qu'un véhicule de combat, c'est bien un système d'armes qui nous est livré et qui va permettre au régiment de poursuivre sa transformation en direction de la haute intensité. Ces véhicules sont les matériels majeurs qui illustrent en fait la montée en puissance du programme Scorpion. Le Serval est bien plus qu'un véhicule, c'est un système de combat. Et au-delà du transport sous blindage, de sa mobilité, de sa puissance, c'est évidemment tout l'environnement qui l'emporte qui va être une plus-value au combat. Le sentiment que j'ai aujourd'hui et qui est partagé par le régiment, c'est déjà une très grande fierté d'ouvrir le bal. Donc la brigade parachutiste et le régiment perçoivent en premier ce véhicule qui est destiné à remplacer le VAB. C'est un très bon véhicule qui répond aux demandes et aux besoins d'aujourd'hui. Pour moi, l'avantage de ce véhicule, en fait, c'est sa maniabilité. Il est performant dans ce qu'il fait, il y a un bon moteur, il tient la route. Ça va être forcément une plus-value pour nous, ne serait-ce que pour la rapidité opérationnelle. Ce n'est que le début. Est-ce qu'aujourd'hui, l'expertise qu'on va apporter, nous, 3e RPIMA, c'est bien l'expertise sur l'emploi de l'engin, sa capacité de combat, sa capacité de manœuvre, sa capacité de projection, pour être les éclaireurs de la 11e BP et à venir de la 27e BIM pour la population du Serval. Voilà, donc l'arrivée des premiers Serval dans le 1er régiment de l'armée de terre dans une brigade opérationnelle. Alors, afin d'introduire les informations qui vont vous être présentées dans la suite du point presse, je vais brièvement rappeler le contexte de l'arrivée de ce nouveau véhicule. Donc, le Serval, comme l'a dit tout à l'heure le général, est une des composantes du programme Scorpion. Scorpion, ça veut dire synergie du contact renforcé par la polyvalence de l'infovalorisation. Donc, ce programme vise à renouveler et moderniser une grande partie des capacités de combat de contact de l'armée de terre autour de nouvelles plateformes, dont le Serval, et d'un système d'information du combat unique. Aujourd'hui, le Serval rejoint d'autres composantes du programme Scorpion qui sont déjà rentrées en service. La première, c'était le Griffon, qui est un véhicule blindé multirôle 6-6, donc avec 3 essieux, qui a un des points de différenciation avec le Serval, et qui arme déjà prioritairement les brigades médianes, que ce soit dans les fonctions de mêlée ou d'appui. Les premiers Griffons ont été livrés en 2019 et aujourd'hui on en a 450 à peu près qui ont été livrés à l'armée de terre. Deuxième véhicule, c'est le Jaguar. Le Jaguar, c'est un engin blindé de reconnaissance et de combat armé d'un canon de 40 mm. Les premiers Jaguars ont été livrés en 2021 et aujourd'hui on a une quarantaine de Jaguars qui ont été livrés à l'armée de terre. Et puis le système d'information du combat Scorpion, le SICES, qui est un système donc d'information d'aide à la décision, notamment par l'exploitation d'une situation tactique dynamique. Les prochains objets Scorpion qui arriveront dans les forces seront le MEPAC, le général en a parlé tout à l'heure, qui est bien le mortier embarqué pour l'appui au contact, qui est en fait un Griffon dans lequel on a installé un mortier de 120 mm qui est donc embarqué dans sa caisse. Alors, ce véhicule devrait équiper les forces à partir de 2025. Et puis les systèmes d'entraînement des forces avec une mise en œuvre opérationnelle de la simulation adaptée aux véhicules Scorpion. Voilà, le programme Scorpion, c'est bien un programme qui porte le combat collaboratif info-valorisé, qui se caractérise par le partage immédiat de l'information, l'accélération de l'action au combat, mais également la mise en synergie des capteurs et des effecteurs. Voilà, je laisse maintenant la parole à l'officier de programme Serval et au manager Serval de la DGA qui vont vous présenter ce nouveau véhicule plus dans le détail. Mon général, mesdames, messieurs,
Je suis donc le chef de bataillon Tristan, officier d'opération constituante pour Serval. Mon propos s'articulera en 2 points, une présentation de Serval dans les grandes lignes et la description de l'arrivée de Serval dans l'armée de terre. Comme l'a dit le colonel Damien, Serval s'inscrit dans le programme Scorpion comme le principal vecteur blindé des brigades d'urgence, segment léger d'intervention de l'armée de terre. En cohérence avec cette mission, Serval se distingue de son prédécesseur et des autres engins du parc tactique de l'armée de terre par ses qualités accrues de mobilité tactique et stratégique. À ce titre, Serval équipera les unités d'infanterie, de cavalerie et leurs appuis organiques et interarmes de la 27e brigade d'infanterie de montagne et de la 11e brigade parachutiste, au travers des versions combat de l'infanterie, poste de commandement, génie ou encore artillerie. En outre, Serval est également l'engin choisi par l'armée de terre pour renouveler sous blindage son parc hétéroclite qui équipe actuellement ses appuis et soutiens spécialisés. Il équipera donc aussi, dans un second temps, les nœuds de communication tactique, l'artillerie solaire et la lutte anti-drone. Comme Griffon, Serval est armé d'un tourello T1 ou T2 lui permettant, selon les versions, de mettre en œuvre un armement varié, allant de la mitrailleuse de 7,62 mm aux lance-grenades automatiques de 48 mm, en passant par la mitrailleuse de 12,7 mm et le Galix. Serval est également une plateforme de mise en œuvre de moyens de commandement tels que le SICES, le système d'information de commandement Scorpion, le SIA, le système d'information des armées, ou encore Atlas, l'automatisation des tirs et liaison de l'artillerie sol-sol. Au cœur du combat Scorpion, Serval met aussi en œuvre le combat collaboratif grâce à ses capteurs et une électronique perfectionnée. L'arrivée de Serval dans l'armée de terre, l'engin est livré à l'armée de terre à hauteur de 85 exemplaires de plusieurs versions véhicules de patrouille blindés, VPB, depuis 2022. 119 engins sont prévus d'être livrés en 2023 et un total de 364 Serval a été commandé à ce jour et sera livré d'ici à septembre 2025. La cinématique de l'arrivée de Serval dans l'armée de terre est la suivante. Les engins arrivent depuis Roanne au centre d'appui et de préparation au combat interarmes 51e régiment d'infanterie de Mourmelon, qui est le premier maillon de la chaîne de la transformation de l'armée de terre sur Serval. À Mourmelon, le CAPCIA 51e mairie effectue les vérifications de bon fonctionnement, qui est un véritable contrôle permettant de garantir la qualité des véhicules livrés et qui inclut un inventaire complet, l'inspection de toutes les fonctions et ainsi qu'une séance de tir. Les régiments envoient ensuite un échantillon de leurs cadres en primo-formation pour une durée de 3 semaines. Ils seront, ces cadres, les garants et les acteurs principaux de la transmission du savoir dans leur corps. Un trimestre de transformation commence alors, mené par le régiment qui s'appuie sur ses instructeurs. Il est sanctionné par la PRETS, la période de restitution de la transformation Scorpion, et qui s'avère être une épreuve de mise en situation centralisée à Mailly-le-Camp, qui est organisée et conduite par la FEX, la force d'expertise du combat Scorpion. En conclusion, Serval est un des efforts des armées pour moderniser rapidement l'armée de terre, et sa mise en place progressive dans les forces depuis 2022 illustre cette volonté de renouvellement des matériels terrestres. En général, mesdames, messieurs, j'ai prévu quelques planches pour présenter le véhicule blindé multirôle léger, donc autrement dit le Serval. Dans la planche suivante, quelques chiffres vous sont présentés pour compléter les informations que vous avez déjà peut-être pu obtenir au pied du véhicule ou que vous pourrez avoir à l'issue de ce point de presse. Ces quelques chiffres correspondent aux grandes caractéristiques du Serval, notamment donc ses dimensions, sa masse, sa vitesse, ainsi que ses capacités de franchissement. Alors en effet, les capacités de franchissement du Serval sont assez impressionnantes. Elles ont fait l'objet de tests, d'évaluations par la DGA ainsi que par la STAT. Et donc aujourd'hui, le Serval est un véhicule qui a toutes les aptitudes pour évoluer sur tous les types de terrains, sur route, sur tout chemin ainsi que sur le tout terrain. Avoir aujourd'hui un Serval au ministère des Armées, ça signifie qu'on a franchi un certain nombre d'étapes et de jalons. Ces jalons qui sont donnés dans la planche suivante. Donc tout d'abord, l'histoire du Serval débute en février 2018 avec la notification du marché au groupement momentané d'entreprises, composé des 2 co-traitants Nexter Systems et Texelis. Ensuite, se sont enchaînés un certain nombre d'actions de la part de la DGA. Donc, une première commande qui est intervenue en décembre 2020, suivie ensuite 2 ans plus tard par la livraison des premiers véhicules à Mourmelon au CAPCIA.
Et donc, à la date d'aujourd'hui, nous en sommes à 85 véhicules livrés à l'armée de terre, à Mourmelon, depuis avril 2022. Ensuite, le franchissement de tous ces jalons marque le bon avancement des travaux conduits par les industriels, mais c'est aussi une preuve que le Serval est au rendez-vous des performances attendues pour ce véhicule. Ce qui est prouvé à travers les essais et les évaluations qui ont été conduites depuis le début de ce programme. Essais notamment conduits par les centres techniques de la DGA, donc, pour les citer, les majeurs, donc DGA technique terrestre, DGA maîtrise de l'information, DGA technique aéronautique et DGA maîtrise NRBC. Et je parlais d'évaluation parce que le Serval a aussi été testé, évalué par la STAT, donc la section technique de l'armée de terre, ainsi que par la SINT, donc la structure intégrée de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres. Ainsi, comme vous pouvez le voir sur la planche, pour le véhicule en version véhicule de patrouille blindé, il aura fallu 4 ans et 2 mois entre la notification du marché et la livraison des premiers véhicules. Et si on n'avait pas eu à gérer la période de Covid, je n'ai pas de doute sur le fait qu'on aurait pu encore réduire cette durée. Vous voyez aussi que 2 autres versions sont actuellement en cours de développement. Et l'on comprend, en regardant la planche, que plus la durée du développement est longue, plus cela traduit une complexité accrue dans les travaux de développement et dans les essais à conduire pour qualifier ces versions. En parallèle de ces travaux, vous voyez en bas qu'il a fallu aussi donc, créer la chaîne de production et la tester pour nous assurer qu'elle était en capacité de produire les véhicules qualifiés qui répondent aux besoins de l'armée de terre. Donc, à noter enfin que la cible des véhicules à fournir pour le programme Scorpion est de 978 véhicules. Je finirai mon propos par la planche suivante, dans laquelle sont illustrées les principales réussites, je dirais, du projet Serval. Donc, c'est la partie gauche, vous voyez que donc, le Serval est intégré dans la bulle Scorpion, c'est-à-dire qu'il participe au combat collaboratif, au même titre que les autres véhicules Scorpion, à savoir le Griffon et le Jaguar, pour ne citer qu'eux. Il intègre également, au même titre que ces autres véhicules, les équipements communs Scorpion, dont le Tourello, téléopéré. Une information importante quand même concernant le Serval, c'est que c'est un véhicule donc, qui arme l'échelon national d'urgence. Et donc c'est un véhicule qui peut être embarqué et projeté par A400M. Et donc il est à noter qu'on peut embarquer 2 véhicules Serval dans la suite de l'A400M. Et récemment, des essais ont démontré l'aptitude du Serval à rouler sur la neige et dans la boue. Et donc, pour finir d'illustrer cette planche, il y a 2 petits films, je ne sais pas si on peut les lancer, qui illustrent les essais de tir du Tourello sur le Serval. Donc, le véhicule est en mouvement et donc on peut traiter la cible alors que le véhicule bouge. Et en bas à droite, donc une petite vidéo sur le comportement du véhicule en terrain boueux. Je vous remercie. Bien, pendant que vous regardez cette vidéo, je vais demander à vous 3 de remonter sur l'estrade pour pouvoir répondre aux questions qui ne manqueront pas de fuser après, avant que nous passions dehors à la présentation extérieure. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc je vous livre aux questions d'abord de la salle. Bonjour. En termes de MCO, est-ce qu'il y a une partie des pièces qui sont en commun avec le Griffon? Comment c'est facilité de ce côté-là? Oui, alors donc, au niveau des industriels donc, en charge du développement et de la production des véhicules Griffon et Serval, on a un acteur commun qui est Nexter. Donc effectivement, dans la conception des véhicules, on a des équipements qui équipent à la fois le Griffon et à la fois le Serval. Donc, en bon français, on parlera de reuse. Et pour compléter la réponse, l'enjeu, c'est bien de profiter des équipements qui ont déjà été qualifiés sur Griffon, et ça fait gagner du temps sur le développement et la qualification du Serval. Donc c'est bien aussi l'enjeu. Monsieur Samara. Deux petites questions. D'abord, le temps de formation du pilote et des équipes techniques, parce qu'il n'y a pas que des mécaniciens, il y a aussi beaucoup d'électronique, de numérique, etc. Et deuxième chose, est-ce que le programme Scorpion est conçu pour être interopérable avec
d'autres pays, comme par exemple les pays membres de l'OTAN, pour des opérations communes? Merci. Je vais laisser le chef de bataillon Tristan répondre à la première question, je répondrai à la deuxième. Concernant la formation, on a un stage de primo-formation qui se déroule au CAPCIA 51e Mairie. C'est la première étape de l'appropriation par les régiments dans le cadre de leur transformation. La formation dure 3 semaines pour les instructeurs, 2 semaines pour les primo-pilotes. Voilà, et concernant la deuxième question, donc il y a déjà un partenariat stratégique qui est en cours avec la Belgique, hein, c'est au sein du programme CAMO, où là l'objectif c'est vraiment d'avoir une interpénétration de nos capacités. L'idée c'est de pouvoir engerber un élément de l'armée belge qui est doté des mêmes capacités, hein, des Griffons belges, l'intégrer dans un dispositif français de façon complètement native. Voilà. Donc nos camarades belges l'appellent le plug and fight. Et c'est exactement ça. Donc dans un sens comme dans l'autre. Donc là au niveau du partenariat, on propose à des partenaires européens principalement pour l'instant de éventuellement avoir ce type d'accord stratégique, mais c'est bien un accord, un partenariat stratégique. Après, pour les autres partenariats, c'est via les référentiels communs qu'on peut mettre en place au niveau de l'OTAN. Et voilà, donc oui, effectivement, il y a une interopérabilité. Oui. Monsieur Julien. Oui, 2 petites questions. Vous avez parlé tout à l'heure de protection, de blindage. Y a-t-il eu un travail plus particulier sur cette protection du Serval face à la menace IED? Et puis mon autre question, alors il va être digne successeur, espérons-le, du bon vieux VAB. Y aura-t-il un Serval santé? Oui, aux 2 questions. La première, oui, effectivement, on a pris en compte les besoins actuels en termes de protection. Hein, donc c'est pour ça qu'on a des caisses qui sont assez spécifiques, hein, notamment pour la protection contre les IED. Voilà, donc là, il est effectivement capable de réagir et de protéger les équipages en fonction de ce type de menaces. Et oui, effectivement, il y a aussi une version santé qui est prévue. Oui, tout à fait. Oui, bonjour, Cédric Pietralonga du Monde. Vous l'avez rappelé, le Serval va donc remplacer le VAB. Est-ce que vous pouvez nous donner un calendrier du retrait du nombre de VAB prévu avec le nombre de véhicules, s'il vous plaît? Non, je ne peux pas vous répondre directement à cette question. Je peux vous dire qu'il y a un calendrier qui est en cours, en tout cas de livraison des Serval, qui est lié à la future loi de programmation militaire, dont je ne vous donnerai pas non plus de détails, mais effectivement les choses sont cadencées. Et on fait en sorte de pouvoir mettre en place les Serval et retirer les VAB de façon cohérente. Voilà. Mais donc ce sont des éléments qui sont liés à la future LPM, donc je ne peux pas vous en parler maintenant. Monsieur Pietralonga, il va vous falloir patienter encore jusqu'après le week-end prochain. Mais même après le week-end prochain, donc le 4 avril, les jours suivants, je pense que nous ne rentrons pas encore dans ce niveau de détail. Oui, Jean-Franck Alexandre d'RFI, qui produit la boîte et le moteur de cette gamme de véhicules? Où sont-ils construits? Alors pour le moteur, je suis sûr de moi. Pour la boîte de vitesse, un peu moins. Mais donc c'est toute la partie mobilité est sous la responsabilité de Texelis. Et le moteur est d'origine Cummins. Et pour la boîte de vitesse, je prends la question, je n'ai pas forcément la réponse. Je préfère ne pas vous répondre pour ne pas donner de mauvaises informations. Mais sinon, le moteur Cummins américain, et effectivement, qui passe par Texelis. Oui. On prend votre question et on reviendra avec vous avec la réponse. Juste une autre question, c'est concernant les VAB qui sont retirés. Ils deviennent quoi? Ils sont détruits, ils sont vendus, ils sont donnés? Bon, ce n'est pas obligatoirement le sujet du point presse d'aujourd'hui, mais effectivement, les véhicules qui sont retirés de service, il y a plusieurs possibilités. Ils peuvent faire preuve de cession en fonction de différents partenaires. Ils peuvent également être démantelés en fonction du type de véhicule et de leur composition. Voilà, parce que tous n'ont pas... il y a certaines composantes qui doivent être traitées de façon spécifique. Voilà, donc ils sont démantelés ou généralement cédés ou éventuellement détruits. Oui. Oui, bonjour, Eric Biegala, Radio France. J'ai pas très bien compris pourquoi on a 2 programmes, le Griffon et le Serval, qui sont finalement, qui me semblent, moi, d'extérieur, relativement proches.
Il y en a un qui fait 24 tonnes, l'autre qui fait 18. Il y en a un qui a 3 trains, l'autre 2. On peut mettre 2 dans un A400M et 1 pour l'autre version. Ça me paraît, enfin, l'un me paraît être une fois et demie l'autre à peine. Je vois pas très bien l'idée qu'il y a derrière d'avoir 2 programmes. En fait, quand on regarde l'organisation de l'armée de terre actuelle, on a une différenciation importante en fonction des différentes brigades. Donc on a des brigades de décision avec de matériel lourd. Donc là, typiquement, le véhicule d'infanterie qui arme ces brigades-là, c'est le VBCI. C'est un véhicule qui est quand même plus imposant, plus conséquent. On a des brigades médianes, et donc là, c'est la cible du Griffon. Donc des brigades qui vont avoir un certain type d'emploi dans des milieux assez spécifiques. Et puis on a des brigades légères qui ont, on va dire, des brigades d'urgence aussi, hein, qui doivent avoir une réactivité qui est importante et qui évoluent dans des milieux qui imposent des capacités de poids qui sont différents. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité différencier vraiment nos véhicules d'infanterie, enfin, principalement l'infanterie là pour simplifier le problème. Voilà, avec des choses très lourdes, VBCI, médianes, Griffon, et plus légères avec le Serval. En termes de version, qu'est-ce qui est prévu d'ores et déjà, avec quelle modularité dessus? Et il me semble avoir vu un système de protection passive ou de détection de départ de coups. Est-ce qu'il y a un système de protection active qui est prévu dessus aussi? Alors, concernant le nombre de versions, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a, en tout, il y en a 29 qui vont armer les unités de combat, les unités d'appui direct, mais également les unités d'appui spécialisées et les unités de soutien. Donc on va avoir un éventail extrêmement large de fonctions opérationnelles couvertes, qui vont donc des nœuds de communication tactique, la lutte anti-drone, la défense solaire, jusqu'aux unités de combat d'infanterie, avec des versions qui vont correspondre à chaque métier particulier de l'infanterie. Une version combat de voltige, une version mortier de 81, une version MMP. Concernant la modularité, elle est native sur les programmes comme Griffon ou comme Serval. On a une caisse qui est commune et ensuite viennent s'agréger à cette caisse commune des kits qui correspondent aux singularités propres à chaque fonction opérationnelle. Concernant les systèmes de protection, il y a un système de détection acoustique, il y a un système de détection laser, c'est-à-dire que le départ de coup sur son segment acoustique où la télémétrie laser sont pris en compte et sont enregistrés par le véhicule, avec un partage de cette menace et une proposition à terme dans le combat collaboratif de réaction. Monsieur Julien. J'ai juste un petit oubli. Qu'est-ce qui remplace le VBL ? Alors, le VBL, ce n'est ni le Griffon ni le Serval. Ce sera un autre véhicule qui rentrera en service dans l'armée de terre d'ici quelques années, qui s'appelle le VBAE. Voilà, donc c'est déjà identifié. Pour l'instant, non, il n'y a pas encore. Non. Si nous avons épuisé les questions en salle, on va passer aux questions en audio. Et s'il n'y a pas de questions en audio, merci beaucoup. Donc nous allons pouvoir nous retrouver à l'extérieur. Je voudrais simplement rappeler qu'au-delà de la nouvelle plateforme très moderne que vous allez découvrir dehors, la plateforme c'est attractif, mais ce n'est pas tout le sujet. Je vous demande de regarder ce qui justement ne se voit pas et de vous souvenir que ces plateformes, ces 4 types de plateformes dont aujourd'hui le Serval vous a présenté, sont connectées entre elles et ce qui fait le saut technologique et le saut capacitaire, ce ne sont pas seulement les plateformes, c'est aussi tout justement la partie combat collaboratif, partage de la situation technique, nouveaux armements, capacité de partager et de décider ensemble. Merci beaucoup, à tout de suite à l'extérieur de la salle de Poitras.